Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 novembre 2024. Bienvenue sur les ondes de Radio KPMG. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, je salue également toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. C'est aujourd'hui une date particulière. Il y a 10 ans, le 4 novembre 2014, nous lancions les matinales de KPMG qui furent, Laurent, les premières pierres de notre radio. Oui Hélène, c'est une date particulière pour cette émission car aujourd'hui, les matinales fêtent leurs 10 ans presque jour pour jour. Depuis leur première diffusion, le 4 novembre 2014 donc, l'émission a gardé sa ligne éditoriale. Faire le tour de l'essentiel de l'actualité comptable et financière chaque mois en 20 minutes, en y ajoutant les questions extra-financières qui se sont imposées au cours de la décennie. En 10 ans, nous avons ainsi produit 140 éditions des matinales avec une régularité de métronome chaque premier mardi du mois et aussi via des éditions spéciales, notamment lors de la période extraordinaire du Covid-19, si compliquée pour les entreprises. Enfin, au cours de cette décade, nous avons reçu à notre micro des dizaines et des dizaines d'invités, experts de leur sujet, issus de KPMG Avocats, d'entreprises ou encore d'autorités de régulation et de normalisation. Et cette longévité, c'est aussi grâce à vous. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à nous écouter, que ce soit dans votre plateforme de podcast préférée ou sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. Un grand merci donc à toutes et à tous. Je m'associe également à vos remerciements Hélène et ajoutons que cette application a fait peau neuve et que nous vous recommandons de la télécharger sur votre store habituel. Vous bénéficierez ainsi de toutes ces nouveautés, un design plus moderne et de nouvelles fonctionnalités. Mais reprenons maintenant le fil de l'actualité. Dans l'édition spéciale de la matinale du 15 octobre dernier, notre invité Emmanuel Parret nous avait fourni les principales clés pour bien préparer la clôture 2024 dans le domaine comptable. Aujourd'hui, Laurent, en cette période automnale, nous allons de nouveau nous intéresser à la préparation de la clôture. Oui, nous allons nous pencher sur les obligations des entreprises en matière de durabilité, à la fois dans la perspective de la fin de l'année et au-delà. Premier rapport de durabilité, dernier tour de piste des déclarations de performance extra-financières, double matérialité, chaîne de valeur, taxonomie. Les questions sont donc nombreuses pour la première vague d'entreprises concernées par la CSRD dès la clôture 2024 ou pour celles qui le seront en 2025 ou après. Pour y répondre, nous avons sollicité 2 expertes de ces sujets et associées de KPMG, à savoir Sarah Bagnon et Isabelle Lost. Mais avant, Laurent, commençons cette émission avec le journal de la rédaction. Le journal. 2 titres aujourd'hui à la une. De l'actualité fiscale, tout d'abord, avec les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, et également de l'actualité réglementaire, avec la publication, fin octobre, des priorités de l'ESMA, le gendarme de la Bourse européen, et des recommandations de l'AMF dans la perspective de la clôture 2024. Commençons tout de suite par l'actualité fiscale, Laurent. Vous venez de le dire, Hélène, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale 2025 ont commencé à être examinés par le Parlement. Mais dans un contexte politique inédit, les amendements sont très nombreux et le calendrier se décale. L'examen des amendements devrait d'ailleurs reprendre aujourd'hui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici Noël. Toutefois, nous vous recommandons d'écouter le premier décryptage du projet de loi de finances 2025 par Marie-Pierre Haut, directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats, dans l'édition des fiscales diffusée le 22 octobre dernier. Et nous vous tiendrons bien entendu informés sur ces ondes de l'évolution du texte dès que possible. De l'actualité réglementaire, maintenant, je le disais il y a un instant, l'ESMA et l'AMF ont publié fin octobre, Laurent, leurs recommandations de clôture. Oui Hélène, l'ESMA a publié le 24 octobre 2024 ses priorités communes dans les domaines financiers et extra-financiers pour la clôture 2024. Ils sont abordés les thèmes suivants. Tout d'abord, à propos des états financiers IFRS, l'ESMA concentre son attention sur le risque de liquidité ainsi que sur les méthodes comptables, jugement et estimation significative. S'agissant des informations de durabilité ensuite, le régulateur européen porte son attention sur l'analyse de la double matérialité, le périmètre et la structure de l'état de durabilité, ainsi que sur le reporting taxonomie durable. Des sujets que vous aborderez d'ailleurs, Hélène, avec vos 2 invités dans le dossier du mois dans quelques instants. Et enfin, en ce qui concerne le reporting électronique, ESEF, l'ESMA se focalise sur les erreurs les plus fréquemment rencontrées dans l'état de la situation financière.
À noter, Laurent, que les recommandations de l'AMF pour la clôture 2024 viennent également tout juste d'être publiées. Elles reprennent d'ailleurs les priorités de l'ESMA en les détaillant sur certains points ou en les adaptant au contexte français, le cas échéant. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi retrouver l'intégralité de ces recommandations sur le site du régulateur. En effet, l'AMF y met à disposition une table des matières, des recommandations antérieures, toujours en vigueur à date, facilitant ainsi la recherche par thème ou par norme. Et autre précision, les recommandations formulées par l'AMF depuis 2006 doivent être lues de manière cumulative. Mais ce journal ne serait pas complet sans notre traditionnelle revue de presse. Tout à fait, Hélène. Parmi les principales publications KPMG du mois d'octobre, disponibles sur kpmg.fr, je recommanderais la lecture de notre publication IFRS en bref et du 38e numéro de la lettre de la gouvernance. Enfin, dans la perspective de la clôture 2024, nous vous recommandons vivement de vous inscrire à nos traditionnelles conférences Arrêté des comptes et durabilité, qui sont, je le rappelle, organisées cette année à la salle Gaveau, le 21 novembre pour les entreprises industrielles et commerciales et le 28 novembre pour les banques et les compagnies d'assurance. Inscrivez-vous vite donc à ces conférences fort utiles. Ce journal est maintenant terminé. Je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités. Le dossier du mois. L'édition spéciale de la matinale du 15 octobre dernier fut consacrée à la préparation de la clôture 2024 sous ses aspects comptables. Aujourd'hui, à l'approche imminente de cette clôture, nous allons nous pencher sur les obligations des entreprises en matière de durabilité. Cette année, en effet, les grandes entreprises vont établir pour la première fois leur rapport de durabilité et elles seront suivies au cours des années suivantes par près de 50 000 sociétés opérant dans l'espace communautaire. Cet entretien a donc un double objectif. Le premier, transmettre les messages clés aux grands groupes qui vont finaliser leur premier rapport de durabilité au cours des prochaines semaines. Deuxième objectif, sensibiliser les autres entreprises qui en 2025 ou 2026 seront également concernées par cette publication. Pour ce faire, nous avons convié à notre micro deux experts du sujet, toutes deux associées de KPMG France, Sarah Bagnon, en charge de l'ESG au sein de la direction technique, et Isabelle Lost, en charge de la Core Team ESG dans le métier audit. Bonjour mesdames. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hélène, bonjour Sarah, bonjour à toutes et tous également. 2024 marque un véritable tournant en matière de reporting de durabilité avec l'entrée en vigueur de la maintenant bien connue directive CSRD. Les rapports des premières entreprises concernées sont attendus dès début 2025. Pouvez-vous, mesdames, préciser les entreprises concernées par cette nouvelle réglementation et les points d'attention liés à ce champ d'application? Peut-être Sarah Bagnon tout d'abord? Un des points marquants de la CSRD, c'est l'élargissement du nombre d'entreprises concernées qui va être multiplié par 5 pour atteindre à terme 50 000 entreprises, comme vous venez de le dire Hélène. Une première vague est sur le point de publier un rapport de durabilité en 2025 sur les données 2024. Il s'agit notamment des grandes EIP, sociétés cotées sur un marché réglementé, établissements de crédit, entreprises d'assurance et les autres grandes entreprises de plus de 500 salariés. Notons au passage que les entreprises soumises à la DPEF, qui ne font pas partie de la première vague de la CSRD, auront cette année une ultime DPEF à établir. Donc, concrètement, en 2025, cohabiteront des rapports de durabilité et des DPEF. De votre côté, Isabelle Loss, que souhaitez-vous dire à propos de ce champ d'application? Je ferai deux remarques à ce propos. Pour les sociétés françaises non cotées sur un marché réglementé et soumises à la DPEF, le passage à la CSRD les rend également éligibles à la taxonomie. Attention, ce n'était pas le cas jusqu'alors. Avec la DPEF, qui est la transposition en droit français de la NFRD, les sociétés françaises étaient en avance par rapport au groupe européen. En effet, la directive européenne NFRD ne s'applique qu'aux sociétés cotées sur un marché réglementé. Or, dans sa transcription en droit national, la France était allée plus loin et la DPEF, reconnaissons-le, est un vrai tremplin vers la CSRD. Donc, si je vous écoute, mesdames, toutes les entreprises ne sont pas sur un même pied d'égalité pour le rapport de durabilité, à la fois au niveau du timing et même au niveau de l'habitude qu'elles ont à communiquer sur les informations de durabilité. Quoi qu'il en soit, la CSRD est présentée comme une révolution dans le reporting d'informations de durabilité. À vos yeux, Isabelle Lost, quelles sont les principales nouveautés induites par l'entrée en vigueur de la CSRD, et donc en anglais, si on le dit de manière intégrale, la Corporate Sustainability Reporting Directive?
La CSRD contraint les entreprises à moderniser leurs outils de gestion. Ils sont désormais construits sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise et non pas sur un seul périmètre juridique. Cela ne veut pas dire que les sociétés ou les groupes n'intégraient pas les parties prenantes dans leur analyse, mais elles le faisaient d'une manière beaucoup plus limitée. La matérialité d'impact est présentée en risque brut et non pas en risque net comme cela était imposé dans la cartographie des risques financiers. Cette présentation est à la fois importante et pertinente. Elle pointe du doigt les risques inhérents de l'entreprise et plus globalement de l'activité. Même si ceux-ci sont bien gérés et sont maîtrisés, il n'en demeure pas moins des risques de l'entreprise qu'il est donc important de garder à l'esprit. Ces nouveaux outils de gestion mettent en évidence les interactions entre l'extra-financier et le financier, ce qui était, rappelons-le, l'idée principale du rapport Brundtland publié en 1987, qui définissait pour la première fois le concept de développement durable au travers de ses 3 piliers, l'environnement, le social et l'économie. Ces outils mettent en valeur les entreprises inclusives qui embarquent leurs parties prenantes dans leur stratégie. Je viens d'évoquer les impacts de l'entreprise sur son écosystème, qui comprend bien sûr la planète. Mais l'exercice fait également réfléchir les groupes à leur dépendance aux ressources et à l'adaptation au dérèglement climatique. La triste catastrophe de Valence en Espagne, par exemple, nous démontre que ces 2 dernières questions doivent aujourd'hui être traitées en profondeur dans la stratégie du groupe et pour sa pérennité. C'est par ces mots rappeler les attentes de cette directive qui sont transparence et durabilité. Qui dit durabilité dit également avenir. Une des grandes nouveautés de cette directive est d'imposer aux entreprises de travailler sur des trajectoires, sur des plans de transition. L'information devient prospective, ce qui complexifie l'exercice. Donc, en vous écoutant, on comprend que les entreprises, leurs parties prenantes doivent donc changer de logiciel, doivent faire leur révolution d'une certaine façon avec cette nouvelle réglementation, avec cette nouvelle directive. Alors justement, pour aider les entreprises dans l'exercice, l'ESMA, l'autorité qui régule les marchés européens, vient de publier ses recommandations, ses priorités, l'attention des sociétés cotées. Les années précédentes, les régulateurs boursiers avaient sensibilisé les émetteurs sur les informations taxonomiques et sur celles en lien avec le climat. Est-ce la même chose cette année, Sarah Magnon ? Oui, comme chaque année, l'ESMA publie ses priorités de supervision au niveau européen et elle revient en effet sur ces sujets. Alors avec la publication prochaine des premières informations de durabilité, elle étend également naturellement le spectre de ses priorités. Pour 2024, l'ESMA a décidé de mettre en avant 3 sujets de durabilité. La double matérialité, le périmètre et la structure des informations de durabilité et le reporting taxonomie dit article 8. Alors, le premier point porte sur l'analyse de double matérialité, tant sur la description du processus que sur ses résultats. Sur ce sujet, l'ESMA invite les émetteurs à se référer à la guidance établie par l'EFRAG sur l'approche de double matérialité qui s'appelle IG1 et elle met notamment l'accent sur la transparence dans la description du processus, le processus d'engagement avec les parties prenantes, tout comme le processus de due diligence, et également la justification à fournir en l'absence d'impact, risques et opportunités matérielles en lien avec le changement climatique. En ce qui concerne la publication des informations, l'ESMA rappelle l'obligation de publier les politiques, actions et cibles attachées aux enjeux significatifs. Le caractère obligatoire des exigences de publication de ESRS 2, que ce soit au sein de la norme elle-même ou celles liées à ESRS 2 dans les normes thématiques. Et puis, l'ESMA souligne que les informations spécifiques à l'entreprise sont publiées si elles sont liées à des IRO matériels et si ceux-ci sont insuffisamment couverts par les normes thématiques existantes. Dernier point important en termes de publication, le régulateur européen revient également sur les 3 listes, les 3 tableaux qui sont attendus dans les rapports de durabilité. En effet, 3 tableaux sont requis dans le rapport de durabilité. Le premier tableau contient la liste des disclosure requirements pour lesquels des informations ont été publiées, notamment sous la forme d'un content index. Le second contient tous les points de données requis par d'autres législations de l'Union européenne, comme la SFDR ou la loi énergie-climat par exemple. Et le troisième tableau permet de distinguer pour les IRO matériels les informations requises par les normes des informations spécifiques. On espère, Hélène, que ces figures imposées faciliteront la vie des utilisateurs des informations de durabilité. On l'espère aussi, bien entendu. La seconde priorité de l'ESMA, Sarah, concerne le périmètre et la structure de l'état de durabilité qui, comme vous le savez,
ont été renforcées avec la CSRD et les ESRS par rapport à ce qui se pratiquait auparavant avec la déclaration de performance extra-financière. Oui, sur le périmètre de l'état de durabilité, l'ESMA rappelle la symétrie ou l'identité entre ce périmètre et celui des informations financières. Ainsi, à partir du moment où un indicateur a été jugé significatif pour le groupe, l'ensemble des entités du groupe sont intégrées dans la collecte d'informations pour cet indicateur. Par exception, certaines informations bien spécifiques portent sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Et justement, pour les entreprises qui ont décidé d'avoir recours aux dispositions transitoires sur la chaîne de valeur, l'ESMA revient sur les informations à fournir, sur les raisons de ce recours, les efforts consentis pour récupérer les données, ainsi que les actions envisagées pour améliorer la collecte à l'avenir. Et concernant la structure de l'état de durabilité, sur la structure, l'ESMA recommande aux émetteurs de suivre le plus possible le format de rapport présenté dans l'annexe F de SRS 1. Les cross-références et les incorporations par référence sont permises, à utiliser toutefois avec précaution dans le respect des objectifs de présentation des informations de durabilité. Et enfin, sans surprise, en lien avec la question de la connectivité que vous évoquiez tout à l'heure, Hélène, l'ESMA demande aux entreprises de lier, dès que possible, les données quantitatives et les montants monétaires présentés dans l'état de durabilité avec les informations présentes dans les états financiers. L'idée derrière tout ça, et on le comprend aisément, est de bien faire le lien entre les informations de durabilité d'un côté et les états financiers de l'autre. Le troisième point d'attention de l'ESMA porte sur le reporting taxonomie durable. Oui, et d'entrée de jeu, le régulateur européen précise que les recommandations 2023 faites sur le sujet restent d'actualité pour la clôture 2024. Sont notamment visées l'utilisation des tableaux prévus par les textes sans modification, la prévention du double comptage, l'analyse complète des critères pour l'ensemble des objectifs taxonomie, la publication d'informations contextuelles et la présentation des plans CAPEX. L'ESMA revient également sur la délicate question de l'analyse multi-objectif, qui se pose quand une activité est éligible et ou alignée à différents objectifs environnementaux. Dans ce cas, un tableau spécifique est à compléter pour chaque activité concernée. Il est nécessaire de détailler les données propres à chaque objectif avec une ligne par objectif, et l'objectif jugé le plus pertinent doit apparaître en gras dans ces tableaux. Enfin, et j'en terminerai par là, concernant les plans CAPEX, l'ESMA fait naturellement le lien entre les indicateurs taxonomie et les exigences des ESRS sur le plan de transition climat, et en particulier avec le paragraphe 16E de SRS E1 qui demande de préciser les leviers financiers, notamment les CAPEX et les plans CAPEX, pour améliorer le niveau d'alignement des activités de l'entreprise. Enfin, pour les acteurs financiers, l'ESMA les encourage à se référer au FAQ publié fin 2023 par la Commission européenne. Donc on voit bien que le régulateur européen accompagne autant que faire se peut les entreprises dans ce premier exercice de rapport de durabilité. Et dès avant ces priorités de fin d'année, l'ESMA a publié au mois de juillet 2024 un public statement sur la durabilité pour éclairer les émetteurs dans le déploiement des ESRS. Dans ce document, le régulateur a formulé ses attentes, notamment en matière de gouvernance, de contrôle interne, de double matérialité, ou encore à propos de la nécessité, Sarah, pour les entreprises d'être transparentes sur les dispositions transitoires qu'elles ont utilisées. En effet, Hélène, sans attendre ces orientations de fin d'année, l'ESMA a partagé dès l'été dernier sur les 5 chantiers qu'elle considère prioritaires pour les grandes EIP de la vague 1. Parmi ces chantiers, 3 résonnent avec les thématiques reprises dans ces priorités. Il s'agit de la double matérialité, de l'organisation des rapports et de la structure des informations, et enfin de la connectivité entre les reportings financiers et de durabilité. Les autres thèmes développés par l'ESMA cet été sont premièrement la gouvernance et le contrôle interne. L'ESMA encourage les émetteurs à mettre en place avec soin leur système de collecte et d'analyse des données, ainsi que le contrôle interne nécessaire pour réaliser d'une part une analyse de double matérialité pertinente et fournir d'autre part des informations de durabilité granulaires qui correspondent aux caractéristiques qualitatives requises par les ESRS. Sa recommandation à l'attention des émetteurs familiers du reporting de durabilité,
c'est d'évaluer si les processus, les systèmes, les contrôles en place sont adaptés aux exigences des ESRS. Le second point d'attention porte sur la transparence nécessaire en cas de recours aux dispositions transitoires. Pour ce qui est de la chaîne de valeur, l'ESMA reconnaît les difficultés liées à la première application des ESRS. Répondre aux exigences des ESRS nécessitera le renforcement des systèmes de collecte et de contrôle des données. Au-delà de la chaîne de valeur, l'ESMA vise également les dispositions transitoires liées aux informations spécifiques à l'entreprise qui, je le rappelle, sont à distinguer des informations complémentaires ou additionnelles. Et elle vise aussi les modalités d'application des dispositions transitoires propres aux entités de moins de 750 salariés. Cet été, l'ESMA a également précisé ses attentes sur la structure de l'information en matière de durabilité, notamment dans la perspective de la digitalisation future des informations de durabilité. Oui, en effet, Hélène, l'ESMA enfonce le clou et souligne l'importance, dès la première application, de concevoir un processus de reporting permettant la digitalisation des informations de durabilité à terme. De même, sur la connectivité entre les informations financières et de durabilité, elle revient sur les connexions et réconciliations pertinentes. Donc un régulateur qui se projette aussi dans l'avenir. Et vous, Isabelle Loge, de votre côté, en tant que praticienne, quel regard portez-vous à ces recommandations de l'ESMA ? Je dirais que ces recommandations montrent des orientations. Et au-delà du travail sur la double matérialité, les superviseurs européens vont porter leur attention sur les éléments clés de la durabilité. Et là, je pense notamment à la part du chiffre d'affaires aligné du groupe, donc la part du chiffre d'affaires durable, la part de ses OPEX et de ses CAPEX qui sont également durables, sa trajectoire carbone et l'intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur dans sa problématique climat. Les superviseurs démontrent par le choix des priorités qu'ils veillent au plan de transition des groupes vers une économie durable. Et on peut dire que c'est une bonne chose. Nous venons de parler des régulateurs, mais de son côté, KPMG a publié récemment les résultats d'un benchmark mené sur les premiers rapports CSRD volontaires. On appelle ces sociétés les Early Adopters, publiés au premier semestre 2024. Quels enseignements, Sarah, peut-on tirer de l'étude KPMG ? Nous avons mené cette étude, Hélène, parce que de nombreuses entreprises s'interrogent sur les bonnes pratiques et les tendances en lien avec le rapport de durabilité. Alors, au regard de ces premiers rapports de durabilité, donc publiés de manière volontaire au printemps 2024 par une quinzaine d'early adopters, donc des sociétés qui ont anticipé le déploiement des obligations CSRD et ESRS, nous avons passé ces rapports au tamis de 180 questions et ces questions ont été calibrées afin de tirer des premiers enseignements à mi-année sur la maturité des publications des informations de durabilité au regard des ESRS, évaluer les difficultés de mise en œuvre et les priorités d'action et également partager des bonnes pratiques. Et donc, quelles sont les principales tendances que nous avons constatées après ces publications en avance de phase, si on peut dire ? Il ressort de notre rapport que les principales difficultés et donc les priorités d'action couvrent, concernant les impacts, risques et opportunités, la description du processus de double matérialité, la désagrégation de ces impacts, risques et opportunités, et au niveau des informations à fournir, la liste des IRO, mais aussi le lien à faire entre les IRO et les politiques, plans d'action, cibles et indicateurs pour assurer la cohérence d'ensemble. Sur les politiques, plans d'action, cibles et indicateurs, la prise en compte des minimum disclosure requirements est insuffisante. Ces constats résonnent avec les recommandations de l'ESMA dont on vient de parler. On voit également des axes de progrès sur les normes environnementales. Globalement, les informations publiées sur les normes climat, pollution, eau et ressources marines et biodiversité ne sont pas encore au rendez-vous. Les informations requises par la norme E5 sur l'économie circulaire sont de meilleure facture, mais elles restent également perfectibles. Et sur le climat en particulier, les zones de vigilance portent sur la prise en compte du contrôle opérationnel, sur l'enjeu d'adaptation au changement climatique et sur les plans de transition climat. Sur les normes sociales, globalement, les informations requises par les normes S2, S3 et S4 sont plutôt avancées. En revanche, les informations sur la chaîne de valeur sont très disparates et les informations sur les enjeux spécifiques aux entreprises sont parcellaires. En termes de présentation, l'inclusion des tableaux sur la localisation des informations,
des ESRS et celui permettant de faire le lien entre les autres réglementations que nous appelons Content Index font défaut. Naturellement, à l'issue de cet exercice à blanc, les entreprises ont encore des marches à franchir. Et on espère que les rapports 2024 seront l'occasion justement d'améliorer la qualité des informations de durabilité. Nous avons parlé tout à l'heure de plusieurs publications clés récentes de la part de l'ESMA. Peut-on dire, Sarah, que la supervision des sociétés cotées en matière d'information de durabilité ressemblera, comme deux gouttes d'eau, j'ai envie de dire, à celle qui s'exerce sur l'information financière? L'ESMA a publié cet été ses GLASI, Guidelines on Enforcement of Sustainability Information, pour établir des pratiques de supervision cohérentes, convergentes au niveau européen. Comme ces autres lignes directrices, ces guidelines sont à destination des autorités de marché européennes. Elles s'appliqueront à la supervision des sociétés cotées sur un marché réglementé de l'Union européenne et elles sont à l'image de ce qui se fait en matière financière. Donc, il s'agira d'un cadre qui va baliser les instructions de l'AMF sur les URD dans les mois à venir. Alors, il y a lieu de s'attendre à ce que notre régulateur mette en place un dispositif miroir à celui en vigueur en matière financière. Un point à avoir en tête en lien avec ces guidelines, les indications de non-conformité de la part des auditeurs ou des PSAI devraient normalement déclencher une sélection des informations de durabilité en question pour instruction par le régulateur. C'est bien clair. Alors, à la fin de l'année 2023, il y a un an, donc à ce micro, nous avions prodigué 3 conseils aux entreprises pour s'atteler au rapport de durabilité. Premier conseil, définir le périmètre de la CSRD. Deuxième conseil, s'attaquer au chantier de la double matérialité. Et enfin, comparer l'existant avec les informations à produire. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez répété également, la première vague des entreprises visées par la CSRD est à pied d'œuvre. Quels conseils leur prodiguez-vous, Isabelle Loss, dans cette dernière ligne droite? Eh bien, dans cette dernière ligne droite, il est important de revenir à l'essentiel et à l'esprit de la CSRD. Que demande le régulateur à travers cette réglementation? Il exige que l'entreprise travaille sur sa durabilité et donc analyse sur l'ensemble de sa chaîne de valeur les éléments internes comme externes qui l'inciteraient à faire évoluer son modèle d'affaires, soit en raison de risque, soit pour des raisons d'opportunité. Les entreprises nous posent souvent la question, mais jusqu'où doit-on analyser notre chaîne de valeur? La directive impose de couvrir la totalité de la chaîne de valeur, mais de ne communiquer que sur les éléments matériels de cette même chaîne de valeur. Parfois, les informations ne sont pas disponibles. Dans ce cas-là, il s'agit de travailler sur des estimations à partir de données externes issues d'études sectorielles, de fédérations, et dans certains cas, l'information demeure indisponible ou trop incertaine pour être utilisée. Si tel est le cas, l'entreprise doit être transparente et doit le dire. Dans ce contexte, définir de la non-matérialité revient en quelque sorte à s'autoriser de la non-transparence. Et la CSRD est binaire dans l'approche. L'enjeu est soit significatif, donc matériel, selon les termes de la CSRD. Et dans ce cas-là, l'entreprise communique de l'information, soit cette même information est non matérielle, et l'entreprise ne communique alors aucune information. C'est pour cette raison qu'il est très important que l'émetteur justifie sa cotation qui a conduit à une non-matérialité. Autre question, quels sont les principaux écueils que vous observez au sein des entreprises? Les principaux écueils que nous observons s'expliquent par la difficulté pour l'entreprise de raisonner sur certains thèmes en risque brut. L'entreprise constate un climat social satisfaisant et conclut que le dialogue social n'est pas un enjeu matériel. Ce climat social est peut-être le résultat d'une politique sociale adaptée et peut-être que pour les salariés, le dialogue social reste un enjeu matériel. Et dans ce cas-là, l'enjeu est matériel. Je recommande également aux entreprises de préciser où se situent les impacts, risques et opportunités sur la chaîne de valeur. Est-ce que c'est en amont, sur leur activité propre ou en aval? Cette distinction est importante car la communication attendue diffère selon que ces IRO sont sur l'activité propre ou non. Rappelons-nous que les informations quantitatives, sauf exception, sont communiquées sur les activités propres de l'entreprise. Prenons un exemple. Une activité de négoce a peu d'enjeux sur l'eau. En revanche, ses fournisseurs peuvent en avoir. La question n'est donc pas de savoir quelles sont les consommations d'eau de l'entreprise de négoce, mais bien quel est le pourcentage des marchandises qui proviennent des fournisseurs en zone de stress hydrique. Cet exemple est très éclairant, effectivement. Sarah, souhaitez-vous ajouter quelque chose par rapport aux conseils à prodiguer aux entreprises? En fait, nous sommes conscients des nombreux défis que les entreprises, mais également les vérificateurs des informations de durabilité vont avoir à relever dans les prochains mois.
Isabelle a été très complète. J'insisterai simplement sur le fait que nous sommes tous en train d'apprendre en marchant et dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, restons motivés et aussi modestes. Le rapport de durabilité contient des informations sur la taxonomie durable, construite autour des concepts d'éligibilité et d'alignement des activités. En 2024, pour la première fois, les groupes devront publier leur éligibilité et leur alignement au titre des 6 objectifs climatiques. Sur quel point est-il peut-être nécessaire d'attirer l'attention des entreprises, Isabelle ? Eh bien, je dirais que l'exercice sur la taxonomie verte est très exigeant pour les entreprises, d'autant plus que l'esprit est totalement différent de celui de la CSRD. Reprenons le cas de la CSRD. L'entreprise définit son arbre de décision qui va lui permettre de conclure sur ses enjeux matériels ou non. S'agissant de la taxonomie, c'est l'Europe qui définit l'arbre de décision qui conduit à dire si l'activité contribue ou non de manière substantielle à la dégradation d'au moins un des 6 objectifs environnementaux. L'entreprise doit appliquer rigoureusement les critères de l'Europe. Or, aujourd'hui, dans de nombreux cas, l'entreprise n'est pas en mesure de vérifier si ses fournisseurs satisfont les fameux DNSH, donc Do Not Significant Harm, qui veut dire en clair s'assurer de l'absence d'effets collatéraux négatifs. Du fait de ce défaut d'information, les groupes sont conduits à se déclarer non durables sur certains OPEX ou CAPEX. Hélène, pour compléter ce que vient de dire Isabelle, il est attendu des émetteurs qu'ils documentent leurs analyses, tant au niveau des critères techniques de contribution substantielle que des DNSH, qu'également sur des méthodes appliquées dans le calcul des indicateurs. Et donc, ces informations taxonomiques, elles vont faire désormais l'objet d'une conclusion ad hoc dans le rapport des vérificateurs et non plus simplement l'objet d'une lecture d'ensemble. Alors, vous abordez là à l'instant la question des conclusions d'audit, même si c'est un peu abusif, Sarah, comme expression. Les informations communiquées dans le rapport de durabilité vont devoir, bien entendu, être vérifiées. L'an passé, vous nous aviez indiqué à ce micro que dans un premier temps, seule une assurance limitée était prévue sur les informations de durabilité publiées dans le rapport de gestion et qu'à partir de 2028, une assurance raisonnable serait requise sous réserve d'une étude de faisabilité. Est-ce toujours bien le cas ? Oui, la H2A a publié début octobre des lignes directrices relatives à la mission de certification des informations en matière de durabilité et des informations taxonomiques. Ces lignes directrices sont en fait une mise à jour de l'avis technique publié en juin 2023 par le H3C pour tenir compte des textes promulgués depuis et notamment les ESRS, l'ordonnance de transposition de la CSRD et ses décrets d'application. Ces lignes directrices intègrent en outre 2 modèles de rapport. Alors, dans l'attente de la publication d'une future norme européenne à horizon 2026, les lignes directrices de la H2A fournissent le cadre pour la vérification et l'assurance limitée portée aux informations de durabilité pour les exercices 2024 et 2025. Alors, pour ce qui concerne l'assurance raisonnable, Hélène, il est aujourd'hui trop tôt pour dire comment va prospérer le calendrier proposé par la CSRD. Nous allons donc devoir être patients. Nous avons beaucoup parlé des grandes entreprises cotées concernées par la première vague d'application de la CSRD, et c'est tout à fait normal au regard de l'imminence de la clôture 2024. Et il ne faut pas oublier les autres entreprises, celles de la deuxième vague, qui vont devoir publier les informations de durabilité à partir de 2026. Quels conseils pratiques, Isabelle, pouvons-nous leur prodiguer à ces entreprises ? Eh bien, je pense que l'entreprise ne doit pas chercher à la conformité à la réglementation stricto sensu, mais doit chercher à être conforme à l'esprit de la loi, ce qui est différent. Dans le cas d'un pur exercice de la conformité, l'entreprise part de la réglementation et coche les cases. Dans un souci de respect de la CSRD, l'entreprise, cette fois-ci, part de son activité, de ses spécificités, de ses politiques, de ses outils de gestion et regarde comment elle est conforme avec la directive. Le cas échéant, elle va faire évoluer ses politiques, ses outils, mais le point de départ est elle et non la loi. Cette démarche est plus pertinente, plus efficace et va permettre d'améliorer les outils de gestion. Pour ce faire, l'entreprise doit prendre de la hauteur en ayant en point de mire les attendus de la réglementation qui sont la transparence et la durabilité. Dans tous les cas, l'exercice doit être géré au plus haut niveau de la gouvernance de la société et de manière transverse. Reçu 5 sur 5. Cet entretien arrive à son terme. Pour conclure, mesdames, Sarah peut-être ? Pour conclure, je dirais, Hélène, que la publication des premières informations de durabilité, donc des sociétés de la vague 1, sera une étape
crucial pour les préparateurs, bien sûr, mais également pour nous, auditeurs, vérificateurs, commissaires aux comptes, ainsi que toutes les parties prenantes, régulateurs, investisseurs, analystes et j'en passe. Et ces rapports vont en outre faire référence pour les sociétés de la vague 2. Donc, ils vont être doublement critiques. Pour autant, et pour paraphraser nos amis anglais, reporting is a journey, le processus sera itératif pour l'ensemble des acteurs. Et donc, il nous revient à tous de faire preuve de discernement pour accompagner cette transformation et parvenir à un juste équilibre. Et finalement, d'avoir en ligne de mire que le reporting n'est pas une fin en soi. L'objectif ultime reste la transition vers des activités durables. Oui, je confirme les propos de Sarah. Et pour moi, je dirais qu'il est important d'avoir à l'esprit que la CSRD est un exercice de transparence, un exercice de communication sur les éléments de durabilité de l'entreprise. C'est un vrai outil de gestion qu'il convient d'aborder en tant que tel. C'est un exercice qui démontre que l'exercice de durabilité ne se fait pas en chambre, mais avec des personnes, avec les départements clés de l'entreprise. On ne travaille plus en silo, mais de manière transverse, en intégrant en plus ces parties prenantes. Car ne l'oublions pas, elles sont des éléments essentiels de la durabilité. Car oui, c'est travailler sur sa durabilité, sa résilience au travers des critères ESG et aujourd'hui également financiers. L'entreprise doit aujourd'hui évaluer ses impacts, ses dépendances et évaluer comment elle est en mesure de s'adapter aux scénarios tels que le dérèglement climatique. Un défi majeur à relever par les entreprises et par nous tous. Un grand merci, mesdames, pour vos éclairages qui aideront, j'en suis sûre, à la fois les entreprises à pied d'œuvre pour leur rapport de durabilité 2024, mais également celles qui s'y préparent pour 2025 ou 2026. Enfin, des compléments d'informations très précieux sur ces sujets de durabilité vous seront apportés lors de nos conférences Arrêté des comptes et durabilité le 21 novembre pour les sociétés industrielles et commerciales et le 28 novembre pour les banques et assurances. Ces événements, qui auront lieu à la salle Gaveau, seront l'occasion de partager des analyses supplémentaires, des retours opérationnels quant à la mise en œuvre des ESRS avec l'intervention de plusieurs groupes, de plusieurs entreprises et d'institutionnels. Par ailleurs, notez également dans vos agendas les prochains rendez-vous de l'ESG qui seront consacrés, attention cette fois-ci non pas à la CSRD, mais à la CS3D, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Pour s'inscrire à tous ces événements organisés par KPMG, allez sur le site kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Prochaine matinale, le mardi 3 décembre 2024. À très bientôt. Les matinales de KPMG.